C'était un fantôme, un mythe, le terroriste le plus recherché au monde. Il franchissait les frontières, changeait d'identité et disparaissait avant qu'on ne s'en aperçoive. Pour ses ennemis, il incarnait une main invisible du chaos, responsable d'attentats, d'enlèvements et de meurtres ayant ébranlé des nations. Le monde ignorait qui il était vraiment et l'étendue de son influence. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous racontons l'histoire de l'assassin le plus redouté de la planète, Carlos le Chacal. En décembre 1973, Joseph Saïf, président de Marks Spencer, se brossait les dents chez lui à Kensington avant de se coucher. Quelqu'un a frappé à la porte, et sa gouvernante portugaise a répondu. C'était un jeune homme, bien habillé, qui prétendait avoir une livraison. Après plusieurs insistances, elle l'a laissé entrer. Première erreur, c'était Carlos. La femme de ménage l'a conduit directement à la salle de bain, où l'homme de 58 ans se détendait dans la baignoire. Puis, soudain, à moins d'un mètre, Carlos a braqué un pistolet Takarev 7,62 mm et a tiré à bout portant sur le visage de Saïf. Saïf s'est effondré, et la femme de ménage, horrifiée, s'est barricadée dans une pièce voisine. Mais Saïf n'était pas mort. La balle avait, d'une manière ou d'une autre, ricoché sur sa cavité nasale, entre son nez et son cerveau, à quelques centimètres de le tuer sur le coup, et l'avait assommé. Le futur terroriste vénézuélien était au-dessus de Saïf, prêt à l'achever, mais son arme s'est enrayée en pressant la détente. Au lieu de réparer l'enrayement, ou de changer d'arme, Carlos est simplement parti, disparaissant dans la nuit londonienne par la porte d'entrée. Il n'est pas né dans un camp de réfugiés ni en zone de guerre, ni radicalisé par la pauvreté ou l'oppression. Elique Ramirez Sanchez a grandi dans l'aisance à Michelena, au Venezuela. Son père, avocat marxiste, a fait fortune en défendant des clients aisés. Après avoir fréquenté plusieurs écoles à Londres, en 1968 Elique, 17 ans, est envoyé à l'université Patrice Lumumba de Moscou, célèbre pour former des révolutionnaires communistes et servir de filière au KGB pour l'entraînement de militants du tiers-monde. Quelques années plus tard, il s'est rendu dans un camp d'entraînement au Liban, dirigé par le Front Populaire de Libération de la Palestine. Front Populaire de Libération de la Palestine. Ils avaient repassé du temps à apprendre à démonter et remonter des automates Kalachnikova 47, à poser des explosifs et à effectuer des opérations de surveillance. Mais aussi, et c'est important, à apprendre le théâtre. Le Front Populaire de Libération de la Palestine avait compris quelque chose de crucial à propos du terrorisme moderne. Tuer des gens n'est qu'une partie de l'équation. Le reste consiste à faire en sorte que les gens regardent. Les détournements d'avions ne sont tactiquement efficaces que s'ils sont médiatisés. Seule une réaction viscérale fait évoluer le terrorisme mondial. Si l'acte est ignoré, le risque n'en vaut pas la peine. Carlos a retenu cette leçon comme une éponge. En 1973, il revient en Europe et travaille en freelance pour plusieurs groupes palestiniens. Il louait des appartements de luxe à Londres et Paris, conduisait de belles voitures et portait des costumes de créateurs. Révolutionnaire marxiste, il vivait comme un président-directeur général capitaliste ou un gestionnaire de fonds spéculatifs. Et cela aurait dû être le premier indice pour tout le monde que son approche n'a jamais vraiment été une question d'idéologie, mais plutôt de construction d'une marque. Pour Carlos, il était enfin temps de devenir viral. Le poste chez Students in Free Enterprise l'a propulsé dans le grand public. Les détectives ont trouvé un pistolet Tokarev soigneusement nettoyé, et une scène de crime qui témoignait d'un entraînement professionnel. Pas d'empreinte, d'hésitation ou de nom. Cela semblait un contrat, mais pourquoi Saïf ? Le Front Populaire de Libération de la Palestine avait commandité l'assassinat. Saïf soutenait Israël et le Mossad. Les services de renseignement israéliens avaient récemment tué un dirigeant du Front Populaire de Libération de la Palestine à Paris, en représailles. C'était aussi plus que cela. Carlos et ses pairs le savaient peut-être. L'assassinat réussi d'un homme d'affaires de premier plan aurait pu faire la une des journaux quotidiens, mais il aurait été oublié dès mardi. Mais un mystérieux assassin étranger abat un juif influent dans sa salle de bain, puis disparaît à Londres comme un fantôme, manquant de peu sa cible sans finir le travail. C'est une histoire à la une internationale. Carlos a-t-il raté exprès pour attirer l'attention ? Certainement pas. Après tout, l'arme s'est vraiment enrayée. Mais il avait appris quelque chose de crucial cette nuit-là. Les témoins survivants font de meilleures légendes que les victimes mortes. La presse britannique l'a surnommé le Chacal, comme dans le roman de Frederick Forsyth. Scotland Yard a ouvert une enquête. Interpol a inscrit son nom sur ses listes de surveillance, et Carlos adorait cela, enfin le monde parlait de lui. C'est le 21 décembre 1975 que Carlos a cessé d'être un terroriste pour devenir une marque. À 11h45 du matin, 6 personnes sont entrées au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Vienne. Elles portaient des tenues pour professionnels et des porte-documents. Ils semblaient être des avocats ou consultants.
Ils sont entrés dans la salle de conférence du 21e étage de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, où 60 personnes, dont 11 ministres du pétrole des pays les plus riches, étaient réunies. Dans ces mallettes, fusils, Steyr, AUG, pistolets, Tokarev et des grenades. Ils ont franchi la sécurité avec de fausses accréditations diplomatiques et ont aussitôt ouvert le feu. Le policier autrichien Anton Tischler a tenté de prendre son arme et a été tué. Youssef Al-Azmarli, délégué libyen de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a aussi été abattu. Ala Hassan, employé irakien de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est mort. 3 hommes, en 30 secondes. Carlos a tiré son arme au plafond pour impressionner, et a crié en anglais « Je suis Carlos ». Vous avez peut-être entendu parler de moi. Il a vraiment dit ça, c'est enregistré. Il s'est présenté comme une célébrité entrant dans une fête. Il avait pris en otage 60 personnes, dont 11 ministres du pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de pays parmi les plus riches du monde. À ce moment-là, ces hommes contrôlaient environ 70% de l'approvisionnement mondial en pétrole. S'il voulait prendre en otage l'économie mondiale des années 1970, il avait choisi la bonne salle. Durant 42 heures, Carlos a dirigé l'opération tel un metteur en scène de Broadway. Il avait écrit un manifeste de 20 pages exigeant sa diffusion à la radio internationale. Discours révolutionnaire typique, de l'impérialisme au capitalisme, comme toujours. Mais personne ne se souvient du manifeste. Tout le monde se souvient de Carlos. Il portait une veste en cuir et un béret. Il profitait clairement de son pouvoir. Il a laissé les photographes le prendre en photo. Il envoyait des secrétaires, avec des notes manuscrites sur ses exigences, et accordait de nombreuses interviews aux otages, pour expliquer son idéologie. Un otage autrichien a rappelé que Carlos s'était excusé pour la violence, affirmant qu'elle était historiquement nécessaire. Exigence, sauf-conduit, et vainquent à 50 millions de dollars. Les choses Brodato sont vite devenues absurdes. Carlos et son équipe, ainsi que les 60 otages, sont montés à bord d'un Douglas commercial neuf et ont décollé. Ils ont rejoint l'Algérie, libéré des otages, ravitaillés, puis sont partis en Libye. D'autres otages ont été libérés, ont refait le plein, puis sont repartis en Algérie. À chaque escale, Carlos négociait comme s'il concluait une affaire. Personne ne sait vraiment combien d'argent a changé de main. Les estimations vont de 20 à 50 millions payés par un président arabe pour libérer le ministre. Et puis Carlos et son équipe ont simplement disparu dans Alger. Ils se sont volatilisés. Mais ce qu'il a laissé derrière lui était bien plus important qu'une simple crise des otages. Dans les années 1970 et 1980, les universitaires ont nommé cela le terrorisme de la propagande par le fait, conçu pour la caméra. Cela comprenait des détournements d'avions durant des jours, des prises d'otages en direct et des manifestes lus aux infos internationales. Carlos n'a rien inventé, mais il a aidé à perfectionner tout ce qu'il a contribué à inaugurer. De même, Daesh n'a pas créé la violence théâtrale, et Carlos, expert des réseaux sociaux, a rédigé les premiers chapitres. Le Front populaire de libération de la Palestine était furieux de ces actes à Vienne. Leurs ordres étaient clairs. Si les exigences de Carlos n'étaient pas remplies, il devait exécuter les otages, notamment les ministres du pétrole saoudien et iranien. Il était censé les tuer, et il ne l'a pas fait. Et il y a quelques théories à ce sujet. D'une part, l'argent parle. Carlos a touché une fortune, et des otages morts ne paient pas de rançon. Une autre théorie est que Carlos voulait être célèbre, pas détesté. Des ministres du pétrole mort l'auraient rendu paria. Des otages vivants ont fait de lui d'une manière tordue et étrange, une légende. Et la troisième théorie, c'est qu'il n'avait tout simplement pas le cœur à exécuter de sang-froid devant les caméras, ce qui n'était probablement pas vrai. Quelle qu'en soit la raison, le Front populaire de libération de la Palestine l'a expulsé de l'organisation en 1976, mais Carlos s'en fichait. Il était désormais l'homme le plus recherché au monde, son visage était partout. Toutes les agences de renseignement de la planète ont commencé à le traquer. La CIA, le Mossad, le Bundesnachrichtendienst, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, le Military Intelligence, SIS et Interpol ont émis une notice rouge. Et il venait de prouver quelque chose de crucial. On n'a pas besoin d'une organisation derrière soi, on peut travailler en indépendant. C'est exactement ce qu'il a fait. De 1976 à 1990, Carlos a travaillé comme contractuel avec des compétences très spécifiques. Il a créé l'organisation de la lutte armée arabe. Sa clientèle était un véritable who's who des années 1980, des dictateurs. Mouammar Kadhafi de Libye l'a payé pour des opérations anti-occidentales à travers l'Europe. Hafez el-Assad de Syrie lui a fourni des planques et une protection. Saddam Hussein d'Irak a tenté de le recruter. Tazi d'Allemagne de l'Est échange ses infos contre un refuge. Ils ont déroulé le tapis rouge à Carlos, lui fournissant un bureau à Berlin-Est, des planques, du personnel, une voiture de service et l'autorisation de porter un pistolet en public. Il bénéficie du soutien,
de l'infrastructure et de la protection diplomatique du gouvernement, agissant comme un contractant parrainé par l'État. Ses tarifs allaient de 1 à 5 millions de dollars par opération. Il n'était pas bon marché, mais il tenait ses promesses. Cette connexion le liait aussi au KGB soviétique, pas employé directement, mais clairement dans leur orbite. Carlos appartenait au réseau clandestin de la guerre froide, menant des missions pour les soviétiques tout en gardant une négation plausible. Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, Carlos a mené de nombreux attentats et assassinats en Europe. Longtemps, les affaires allaient bien. En 1982, une bombe cachée dans un porte-bagages du Capitol Toulouse Express a transformé un trajet ordinaire en tragédie, causant 5 morts et 77 blessés. L'engin était petit et froid. Des voyageurs prenaient le train pour un trajet ordinaire, mais leur quotidien était bouleversé par une violence inattendue. L'attaque a changé la perception des inconnus sur l'espace public, faisant du transport en commun un lieu de peur. C'était exactement ce que Carlos espérait provoquer. L'année suivante, Carlos a renforcé la leçon. À Berlin-Ouest, une explosion à la Maison de France a fait un mort et 23 blessés. Mais ce qui a rendu l'incident si mémorable, c'est l'arrogance du geste, scellée par une revendication écrite, comme une carte de visite. En février 1982, Magdalena Kopp, épouse de Carlos et terroriste révolutionnaire ouest-allemande, a été arrêtée à Paris. Arrêtée avec des explosifs, Carlos a tout tenté pour la libérer, faisant pression sur les gouvernements et lançant des menaces. Rien n'a marché, alors il a agi comme les terroristes et a fait exploser des bombes en France. La veille du Nouvel An, 1983 à Marseille, une bombe à la gare a tué 5 personnes et blessé 54. Carlos a choisi la période des fêtes pour maximiser l'impact psychologique, menant des attentats à la bombe dans des restaurants et dans les rues. Le timing, l'emplacement et même la signature comptaient autant que les explosifs. Ces attaques étaient destinées à marquer les esprits via les gros titres, ce qui a été le cas. L'objectif était de faire pression sur la France pour libérer Kopp, mais cela a échoué. Kopp a purgé sa peine, et les attaques de Carlos ont continué à tuer des gens et à en blesser des dizaines d'autres. Derrière les gros titres saisissants se cachèrent des dizaines d'autres éliminations dans l'ombre. Les journalistes posant les mauvaises questions disparaissaient soudainement, tout comme les agents de renseignement sur de mauvaises pistes. Les diplomates sont désormais des cibles faciles pour les régimes qui les emploient. Ces assassinats étaient fondamentalement transactionnels et théâtraux, un service rendu avec une efficacité brutale et un sens du spectacle. Carlos, devenu le terroriste le plus recherché, laissait derrière lui une traînée de peur. Les réseaux de renseignement se sont resserrés, les gouvernements ont redoublé de vigilance en matière de sécurité, et bientôt, tout le continent européen a appris à mesurer le risque, dans les billets de train, les cafés et les chambres d'hôtel silencieuses. Carlos vivait comme une rockstar, dînant dans les meilleurs restaurants et disposant de coffres-forts dans plusieurs pays. Il portait des articles de luxe, il était célébré par les pires régimes du monde et voyageait à l'international. Il se vantait d'être un saint accomplissant des miracles. Dans une vidéo gouvernementale hongroise secrète de 1984, il se disait super terroriste et entretenait obsessionnellement cette image. Mais au milieu des années 1980, le monde changeait. Le chef du Front populaire de libération de la Palestine, Wadi Haddad, était décédé en 1978. Carlos a proposé ses services au Front populaire de libération de la Palestine et à d'autres groupes, soutenus sous condition par le régime de Saddam Hussein. Le problème, c'est que le terrorisme de Carlos commençait à créer une vague particulière de pression internationale. Les pays d'Europe de l'Est qu'il hébergeait subissaient beaucoup de pression de la part de l'Occident, plus que d'habitude. En 1985, la Hongrie l'a expulsé. La Libye, sous sanctions internationales, ne pouvait pas l'accueillir. La Syrie voulait améliorer son image et se dissocier du terrorisme, tandis que l'Irak, en reconstruction après la guerre Iran-Irak, faisait face à des enjeux majeurs. La Stasi d'Allemagne de l'Est, ses anciens protecteurs, avaient disparu. Pendant ce temps, les agences de renseignement se rapprochaient. Après la chute de l'Allemagne de l'Est, les services de renseignement occidentaux ont saisi les dossiers de la Stasi, comprenant des milliers de pages sur les activités de Carlo. Soudain, tout son réseau a été compromis. Le Mossad surveillait ses associés à travers l'Europe. La CIA surveillait les transactions financières. La Direction générale de la sécurité extérieure française était obsédée par l'idée de le retrouver. Le tournant décisif est survenu en 1991 lorsqu'un ancien associé de Carlos, poursuivi en justice, a retourné sa veste. Il a confirmé que Carlos était protégé en Syrie. C'était vrai. Carlos s'était installé à Damas avec sa femme Magdalena, libérée de prison en 1985.
Ils vivaient avec leur fille El Barroza. Heureusement pour l'Occident, le régime syrien était clair. Il n'y aurait aucune opération terroriste sponsorisée depuis leur territoire. Carlos devait rester discret, toléré sur place, non comme un opérateur actif. Pendant 5 ans, Carlos a vécu dans un confort relatif mais dans une inactivité forcée. Il était toujours Carlos le Chacal, une sorte de légende grotesque. Mais techniquement, il ne faisait rien. Il était l'artiste accompli sans scène. La géopolitique a rapidement de nouveau joué en sa faveur. En août 1990, l'Irak envahit le Koweït. Puis en janvier 1991, les États-Unis mènent une coalition pour le repousser. La Syrie, allié historique de l'Union soviétique et proche de l'Irak, a choisi de soutenir les Américains. En septembre 1991, la Syrie a demandé à Carlos de partir après 6 ans de protection. Il a tenté de rester brièvement en Jordanie, mais a été expulsé. Carlos s'est alors enfui au Soudan. Le pays était sous le contrôle du gouvernement islamiste de Hassan al-Tourabi, l'un des derniers régimes prêts à abriter des terroristes internationaux. Ce même gouvernement accueillerait plus tard Oussama Ben Laden. Carlos avait 42 ans, la guerre froide finie, et l'Union soviétique effondrée. Tous les soutiens de Carlos avaient disparu ou n'étaient plus intéressés. Il appartenait au passé, mais il ne le savait pas encore. Le problème quand on était mercenaire pendant la guerre froide, c'est que sa valeur n'existait que parce que la guerre froide existait, non ? Tout le modèle économique de Carlos dépendait des conflits par procuration entre superpuissances, la CIA soutenant un camp, le KGB l'autre, et des gens comme Carlos payés pour semer le chaos entre les deux. Mais soudain, plus personne n'achetait le chaos. Carlos était quasiment à la retraite, vivant dans une villa confortable mais pas luxueuse, du moins selon ses critères. Il avait peu de sécurité, mais surtout ses souvenirs et son ego. Carlos aurait pu disparaître, changer d'identité, partir loin et finir ses jours dans l'obscurité. Mais il n'a pas pu le faire. Carlos le Chacal n'était pas seulement son alias, c'était son identité. Après 20 ans à bâtir cette légende, il vivait à demi caché, utilisant des pseudonymes facilement identifiables. Il gardait un certain contact avec d'anciens associés. Il croyait toujours que sa légende le rendait intouchable. C'est alors qu'il s'est inscrit dans un hôpital privé à Khartoum. Les services de renseignement français suivaient les déplacements de Carlos grâce à des sources humaines au Soudan, probablement un informateur rémunéré au sein du gouvernement soudanais. En apprenant qu'il avait prévu une opération chirurgicale, ils ont lancé une opération préparée depuis des mois. Le gouvernement français a contacté les dirigeants soudanais et al-Tourabi a été convoqué à Paris. Ils lui ont demandé de coopérer sous peine de sanctions. La France a proposé des aides financières, dont des fonds pour le développement et un allègement de la dette. Tourabi a refusé. Sa foi et sa culture ne lui permettaient pas de livrer un invité de son pays. Et puis la France a joué sa carte maîtresse. Ils ont montré à al-Tourabi des images de Carlos bouvant, faisant la fête et flirtant, ce qui allait à l'encontre des valeurs islamiques d'al-Tourabi. Le Soudan a discrètement accepté de livrer Carlos. Après l'opération de Carlos, un policier l'a informé que le gouvernement soudanais avait découvert un complot. Il a vite été transféré dans une villa proche de celle d'al-Tourabi pour se rétablir. Pendant que Carlos dormait, des commandos français se sont glissés silencieusement dans la nuit humide de Khartoum, prenant position autour de la villa, sachant que l'homme le plus recherché du monde se trouvait à l'intérieur. Le 14 août à 4h du matin, alors qu'il était sous sédation, 12 agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure ont fait irruption dans sa chambre. Ils l'ont plaqué sur le lit et capturé le super terroriste insaisissable. Ils l'ont transporté directement vers un véhicule en attente, puis vers un avion de transport militaire français à l'aéroport international de Khartoum. Les autorités soudanaises leur ont accordé le passage et l'avion a décollé pour la France tôt le lendemain. Le 15 août 1994, la ministre de l'Intérieur Charlotte Pasqua a donné une conférence de presse à Paris. Il a annoncé que Carlos le Chacal avait été capturé et placé sous la garde des autorités françaises. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde. Carlos a été reconnu coupable de 11 meurtres lors de ses 3 procès. Mais les services de renseignement pensent qu'il en aurait tué environ 83. Nous ne saurons sans doute jamais la vérité, car Carlos a revendiqué des attaques qu'il n'avait pas commises. Il l'a fait pour renforcer sa réputation et a nié des attaques qu'il avait probablement commises. Des moments où c'était légalement commode. Pour lui, tout tournait autour de l'histoire, du récit, de la légende. Carlos est détenu à la prison de Poissy, établissement de haute sécurité à 30 km à l'ouest de Paris. Âgé de 75 ans en surpoids, sa santé décline et il est isolé en cellule. Pour des raisons de sécurité, et parce que même les criminels endurcis ne le supportent pas. Il a écrit des mémoires qu'aucun éditeur ne veut publier. Il a demandé des interviews qu'aucun journaliste ne prend la peine d'accorder. Les demandes sont classées et oubliées.
Celui qui faisait jadis trembler des nations vit désormais dans une cellule de 10 mètres carrés, avec des toilettes, un lit de camp et des souvenirs qui s'effacent. Il croyait que sa célébrité et sa légende le rendaient intouchable, que le monde avait besoin de Carlos le Chacal. Ce n'était pas le cas, et le monde est vite passé à autre chose, menant à sa chute, de la pure arrogance. L'artiste pensait que son public resterait toujours. Vous avez vu l'assassin le plus redouté du monde, mais son histoire n'est pas la seule à sembler trop incroyable pour être vraie.